Bonsoir à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS et Internet. Une grande partie des pays d'Europe pratiquent aujourd'hui en toute légalité l'interruption volontaire de grossesse. Le droit à l'avortement semble pourtant souvent, et même parfois en France, banalisé ou remis en cause potentiellement, comme si rien n'était vraiment acquis. Les Portugais, eux, viennent de dire oui, alors que les Polonais s'apprêtent à inscrire le droit à la vie dans leur constitution. Nous avons intitulé notre émission ce soir « Avorter, pas si simple ». Et voici les invités qui ont accepté d'y participer en public et en direct. Israël Nizan est gynécologue obstétricien au CHU de Strasbourg. Vous êtes auteur d'un rapport publié en février 1999 qui fait référence. Il est intitulé « L'IVG en France, proposition pour diminuer les difficultés que rencontrent les femmes ». Nathalie Bajos est sociologue, démographe. Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM. Vous êtes aussi l'auteur avec Michel Ferrand du livre intitulé « De la contraception à l'avortement, sociologie des grossesses non prévues » aux éditions de l'INSERM. Fiametta Tavener est politologue, rédactrice en chef de la revue Pro-Choix. Citons deux de vos livres, L'opposition à l'avortement, du lobby au commando, aux éditions Berg, et puis le dernier, Extrême France, chez Grasset. On y parle aussi du mouvement Pro-Vie. Enfin, Tugdual Derville est délégué général de l'association Alliance pour les droits de la vie. Votre livre, Le bonheur blessé, avortement, eugénisme et euthanasie en question, est lui paru chez CLD. Israël Nizan, je voudrais qu'on commence avec vous parce qu'on a quand même l'impression, et le référendum portugais ravive un petit peu tout ça, on a quand même l'impression que ce droit à l'avortement n'est jamais tout à fait acquis, ou en tout cas pacifié, j'avais envie de vous dire apaisé. Comment vous percevez les choses? Je suis médecin et puis que, voilà... La société française a globalement accepté de manière très massive l'idée qu'une femme puisse décider pour elle-même de ce qu'elle va faire avec une grossesse non souhaitée. Et donc il y a à peu près 90% des personnes dans notre pays qui estiment que c'est un droit dont plus personne ne pense qu'il puisse être prescriptible. Là, ce que vous me dites, j'allais vous dire, c'est ce qui se passe dans la tête des gens, pour parler simplement. C'est ce qui se passe dans la tête des gens, libres d'ailleurs, à des gens qui, pour des raisons de conscience, ne souhaitent pas avoir recours à l'IVG, pour eux-mêmes, de ne pas le faire. De là à interdire collectivement, on n'en est plus là. Et je crois que très, très sérieusement, lorsque l'avortement a été décidé dans notre pays, il y avait, et tous les anciens dans mon métier ont vu des femmes mourir parce que leur grossesse était intolérable. Et moi-même, j'ai vu des femmes mourir. Depuis le 23 janvier 1975, on peut dire que plus une femme ne meurt pour avoir simplement aimé un homme. Et je crois que ça, c'est une liberté extraordinaire. Bien sûr, si on peut faire autrement que l'avortement, le meilleur avortement, c'est celui qu'on n'a pas besoin de faire. Et donc, nous avons des efforts à faire en matière de prévention. Mais l'avortement est un acquis dont je crois qu'on ne pourra plus jamais le remettre en question en France. Sauf qu'il faut que derrière, on ait une machine qui suive. Et donc, ma question, elle posait aussi, c'est-à-dire que, je crois qu'on va le voir d'ailleurs dans le reportage qui sera consacré à la situation en France dans quelques instants. C'est bien le titre de l'émission, Avorter, pas si simple. Alors, inclus dans notre dispositif de santé, dont on se dit souvent qu'il est vraiment formidable. Je crois qu'on peut dire que dans les 10 dernières années, une femme qui a besoin d'avorter trouve les structures, les professionnels et l'accueil. Tout ceci a formidablement évolué. Alors c'est encore un problème pour les femmes qui sont dans des délais avancés. Ça peut encore être un problème pour les mineurs. Mais globalement, je pense qu'on peut dire que les femmes sont accueillies rapidement, de plus en plus rapidement, qu'elles ont des possibilités de choix entre passer en salle d'opération ou ne pas y passer, et ceci évolue assez rapidement. Alors, je sais bien que j'ai l'impression que vous me décrivez un monde idéal, et moi je ne veux pas être catastrophiste, mais j'ai tellement l'impression de rencontrer des femmes souvent qui nous disent « on m'a fait mal, on m'a fait comprendre que ce qui m'arrivait c'était pas bien, et que finalement... » Enfin voilà, avec des pressions à la fois... comment dirais-je, morale et parfois, enfin, je fasse attention à ce que je dis, mais physique, toute proportion gardée, en tout cas, dans la rudesse d'accueil, d'une certaine façon. Alors, il faut rappeler le nombre... Vous savez ce que je vous dis? Je sais ce que vous dites, et quand on traite 220 000 femmes par an, il est évident que ce n'est pas un événement... Aucune femme n'aime faire une IVG, et quand on est dans cette situation-là, on peut considérer même une remarque totalement anodine comme une agression. Je ne veux pas couvrir les médecins, entendons-nous bien, je sais qu'il y a encore des progrès à faire, mais c'est bien mieux qu'il y a 20 ans par exemple. Juste un commentaire sur le chiffre que vous venez de citer. Donc il apparaît tôt dans cette émission, 200 000 interruptions volontaires de grossesse par an.
c'est énorme, c'est peu. Enfin, moi, ça me paraît. Voilà, j'aimerais que vous le qualifiez. Il n'y a pas honte à discuter de ces chiffres et de voir de quoi ils rendent compte, en fait. Une réaction toute personnelle. Si je considère ce qui se passe, par exemple, dans le nord de l'Europe, c'est-à-dire ceux qui font mieux que nous, voilà, je trouve que c'est pas bien ce qu'on a en France, et il y a un certain nombre de pistes à suivre pour essayer d'améliorer la situation. C'est pas bien dans quel sens? C'est pas bien dans le sens suivant, c'est que, par exemple, pour les jeunes, où l'avortement peut laisser des séquelles, et peut laisser des séquelles psychologiques en particulier, je trouve que quand je vois les résultats de la Hollande, qui a beaucoup moins d'avortements que nous, eh bien, j'aurais tendance à regarder, même rapporté au nombre de femmes, j'aurais tendance à dire comment ils font pour que leurs femmes préviennent mieux les grossesses non désirées. Et donc, ils font comment? Ils éduquent leurs jeunes. Nathalie Bajos, comment vous qualifiez la situation aujourd'hui en France? Et est-ce que, comme Israël Nisand, vous dites oh, finalement c'est peu remis en cause? Moi j'ai toujours l'impression que ça peut être discuté, cette histoire-là. Oui, je crois qu'effectivement la situation a largement évolué, comme le disait Israël Nisand, depuis une vingtaine d'années, ça c'est certain. Mais il n'en demeure pas moins que nombre de femmes, dans leur parcours d'accès à l'avortement, se trouvent encore aujourd'hui confrontées à des propos qu'elles jugent comme étant stigmatisants au moment où elles se rendent dans un centre de santé pour avoir une interruption volontaire de grossesse. Très concrètement, ça veut dire quoi, des propos qu'elles jugent stigmatisants? Par exemple, dans les femmes qu'est-ce qu'elles entendent, hein, voilà. Par exemple, des femmes qu'on a rencontrées dans le cadre de nos enquêtes, qui ont eu une interruption volontaire de grossesse et à qui on demande de regarder le fruit de cette IVG en leur disant comme ça vous passera l'envie de recommencer. Alors, c'est loin d'être une généralité, mais il y a encore vraiment nombre de femmes dans les enquêtes qui rapportent des événements un peu douloureux, stigmatisants dans leur parcours d'accès. Et je crois que c'est à mettre en rapport avec le fait que l'avancée formidable que représente la contraception dans notre société aujourd'hui, c'est accompagné de la diffusion d'une norme contraceptive qui laisse entendre que puisque la contraception existe, qu'elle est accessible à toutes les femmes, alors quand il y a un échec de contraception, beaucoup de femmes sont jugées comme étant irresponsables. Oui. Alors que tous nos travaux montrent que les femmes qui se retrouvent en situation d'avoir une grossesse non prévue, pour la grande majorité d'entre elles, avaient une contraception, ont eu un problème avec leur contraception. Il y aura toujours des difficultés avec la contraception, il y aura toujours des échecs de contraception et l'avortement existera toujours. Donc je crois qu'il faut arriver à casser cette idéologie selon laquelle l'avortement n'existera plus le jour où la contraception sera formidable. Non, la contraception est largement accessible, même s'il y a encore des problèmes. Et les femmes qui se trouvent en situation d'être en échec de contraception ne sont pas des femmes irresponsables, loin de là. Connaît-on l'âge moyen auquel se pratique l'IVG dans notre pays? Oui, l'âge moyen, enfin le maximum d'IVG, c'est autour de 22 ans. C'est l'âge où les femmes ont une activité sexuelle très intense et où elles se trouvent dans des situations affectives et conjugales qui ne se prêtent pas à la conjugalité. Et quand une grossesse non prévue survient quand on a 22 ans, on a tendance à l'interrompre parce qu'on n'est pas dans le cadre affectif qui se prête à une parentalité. Dans une instabilité affective. Absolument, et c'est d'ailleurs le facteur numéro 1 qui rend compte de la décision d'IVG chez les femmes, c'est quand elles ne sont pas dans des situations affectives qui se prêtent à une parentalité. Est-ce que vous me confirmez ce chiffre, mais peut-être que je l'exprime mal ou je l'avais mal compris, que je pense avoir lu dans votre travail, qui est qu'on estime en gros à 40% le nombre de Françaises qui auront recours à l'IVG dans leur vie? Absolument. On estime qu'entre 15 ans, enfin l'âge au premier rapport sexuel qui se situe en moyenne autour de 17-18 ans, jusqu'à l'âge de la ménopause, c'est-à-dire 35 ans de vie sexuelle où on est concerné, toutes les femmes sont concernées de tous les milieux sociaux à une difficulté contraceptive ou un rapport sexuel non ou mal protégé, on estime qu'environ 40% des femmes en France seront un jour amenées à avoir une interruption volontaire de grossesse. Est-ce qu'avant que la loi passe en France, la loi Veil, on avait là aussi des ordres de grandeur. Par exemple, la campagne portugaise, et on va voir le reportage dans un instant, elle s'est faite autour d'un chiffre massif qui était de dire 200 000 Portugaises ont recours à l'avortement chaque année, donc dans des conditions illégales, ou en tout cas sont concernées par l'avortement. Est-ce qu'on avait les chiffres noirs de l'avortement français juste avant que la loi n'arrive? Ça, c'est tout à fait discuté, parce que comme c'était illégal, on n'avait pas de statistiques sur le sujet, mais en tout cas, les estimations les plus sérieuses de l'INED montrent qu'en fait, la loi n'a pas du tout, la légalisation de l'avortement n'a pas du tout conduit à une explosion du nombre de recours à l'avortement en France. On devait être dans ces eaux-là. Le nombre d'avortements, le taux d'avortement en France, depuis sa légalisation, est extrêmement stable. On est toujours autour de 13 à 15 pour 1000 depuis la légalisation de l'avortement en France. Et avant la légalisation, comme le rappelait Israël Nisand, les femmes mouraient en France, comme elles meurent d'ailleurs dans le monde encore aujourd'hui, quand l'avortement n'est pas autorisé et n'est pas pratiqué dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Mais il n'y a pas eu d'explosion du tout de l'avortement en
raison de sa légalisation. Les expériences dans le monde le prouvent largement. Alors je rappelle que les Portugais viennent donc de finalement dire oui à l'avortement, plus de 59% des votants, mais plus de la moitié des électeurs, eux, se sont abstenus. Le gouvernement socialiste va, on va dire, normaliser les choses par un projet de loi dépénalisant l'avortement. 200 000 Portugaises étaient concernées chaque année. Reportage David Doucan, Joël Lefebvre. La joie d'un peuple, un peuple de gauche qui vit une page de son histoire. La joie d'hommes et de femmes qui, depuis des semaines, font campagne pour la légalisation de l'avortement. 59% des votants ont choisi de laisser libre les femmes portugaises. Ana Matos Pires est médecin. Pendant la campagne, elle est devenue l'égérie du oui à l'IVG légal. Trop souvent dans sa vie a-t-elle dû dire non à des femmes qui ne voulaient pas garder leur enfant. Ce soir, son émotion est double. Heureuse en tant que femme, bien sûr, mais aussi en tant que médecin. C'est un combat de plusieurs années qui aboutit. C'est un combat de 40 années. J'ai dit à Manuel Tavares, c'est pour vous cette victoire. Tu luttes pour ça à 40 ans. C'est trop. C'est trop. Vous êtes heureuse pour les femmes portugaises ce soir? Je suis heureuse pour les femmes portugaises. Je suis heureuse parce que je suis médecin et ma éthique fait qu'on pardon, je suis très nerveuse. C'est une question d'éthique pour moi. Aider cette femme, laisser les femmes choisir, c'est quelque chose de normal, seulement normal. Pour comprendre les ressorts de cette victoire, il faut sortir de Lisbonne, direction Montijo, une bourgade à 30 km de la capitale. C'est ici que Cláudia Belchior va voter. Un geste particulièrement important pour cette femme, car il y a près de 20 ans, elle a avorté clandestinement dans un faubourg de Lisbonne. Elle avait à peine 17 ans et voulait aller à l'université. Ce référendum, c'est une réhabilitation personnelle qui arrive trop tard pour de trop nombreuses femmes portugaises. Cette loi a non seulement mis les femmes en danger tout en les privant de leur dignité, mais elle a aussi engendré de la discrimination. Celles qui ont les moyens peuvent aller en Espagne, au Royaume-Uni, bref, à l'étranger, pour avorter dans de bonnes conditions. Mais les autres, celles qui n'ont pas d'argent, sont réduites à user de moyens barbares comme des aiguilles ou même des pompes à vélo. Et beaucoup d'entre elles en meurent. Ces 10 dernières années, une dizaine de femmes a succombé à cause des avortements illégaux. La campagne a été particulièrement violente. Dans le camp du non, la droite, l'extrême droite, mais aussi l'Église catholique. Ces dernières semaines, dans de nombreuses paroisses, les prêtres étaient littéralement en campagne. Nous voici à l'église Fatima, au centre de Lisbonne. Ces fidèles suivent la messe avant d'aller voter. C'est le jour du référendum. Alors le père José Carlos s'interdit d'influencer ses ouailles. Mais ces arguments, il les a déjà répétés maintes fois pendant ses prêches. L'avortement pour l'Église, c'est un meurtre. La femme n'a donc pas le choix. Elle est obligée de garder son fœtus. Les femmes, vous y pensez? Les femmes, nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qu'elles disent. Oui, mais vous, on a compris, évidemment, la vie, c'est important. Vous défendez la vie. Oui, c'est l'importance, c'est la vie. Et la liberté des femmes. La liberté, elle est inférieure à la vie. La vie est plus importante. Plus important. C'est le centre, l'essence de l'existence, c'est la vie. Retour au QG du oui. Le soir de la victoire, nous retrouvons Cláudia. Cela faisait 20 ans qu'elle attendait ce moment historique. Maintenant, les femmes peuvent vivre leur vie sans être traitées de criminelles. Et moi, je ne suis finalement officiellement plus une criminelle. Alors, je suis heureuse. Merci, merci d'être là. Jusqu'à aujourd'hui, les femmes portugaises qui avortaient clandestinement pouvaient être punies de 3 ans d'emprisonnement. Elles étaient 20 000 à prendre le risque chaque année. En 2005, 11 000 d'entre elles ont fini aux urgences. Et il y a 2 mois, une fillette de 14 ans est morte à la suite d'un avortement clandestin.
Voilà, en fait, dans les 2 dernières interventions de ce reportage, on vient de basculer des grands concepts, la vie, la liberté, à des choses très brutales, comme la mort de cette jeune fille de 14 ans. On a une première question de téléspectateur qui est la suivante. Vous avez commencé à y répondre pour la France, mais je pense que le débat est forcément général. La légalisation de l'IVG au Portugal ne va-t-elle pas, au contraire, faire augmenter le nombre des avortements? Alors vous dites en France que ce n'est pas le cas, si je vous ai bien